Depuis plus d'un siècle, Hollywood a vu passer une pléiade de comédiennes et de comédiens, d'artistes, d'icônes. Toutes et tous ont su laisser leur marque en se positionnant comme les dignes représentants de leur époque respective. Très peu ont réussi à s'adapter et à traverser les âges de leur vivant. Et parmi ceux-là, un homme qui aurait pu se contenter d'être le jeune sex symbole des années 80 n'a pas voulu en rester là. En dirigeant sa barque d'une main de maître, il a su transcender plusieurs générations, faisant de la vieillesse son talon d'Achille, jouant avec le temps comme si celui-ci lui appartenait, mettant son corps en jeu pour la beauté du divertissement, offrant ses services aux plus grands cinéastes pour la beauté de l'art. Un nom reconnaissable entre tous, un nom que personne ne laisse indifférent, un nom tout autant synonyme de grandeur que de controverse. Acteur, scénariste, producteur, cascadeur, mari, père, scientologue, icône. C'est Tom Cruise, c'est sa vie, c'est son œuvre. Thomas Cruise Mapother, quatrième du nom, né à Syracuse aux États-Unis le 3 juillet 1962. Il est le fils de Mary Lee Pfeiffer et Thomas Cruise Mapother, troisième du nom, et il a trois sœurs, Lee Ann, Marianne et Cass. La famille Cruise sont de fervents catholiques. Enfant, Thomas aspire même à devenir prêtre. Mais les plans du jeune garçon vont être contrariés par une accumulation de problèmes. Comme un très grand nombre de déménagements dus au travail de son père, qui auront raison de ses relations sociales en classe, ce dernier changeant d'école régulièrement, mais surtout souffrant de dyslexie. Il affirmera plus tard que c'est la scientologie qui lui permettra de vaincre sa dyslexie. Mais la vérité, c'est que c'est sa mère qui fera en sorte qu'il suive une rééducation stricte, afin de mettre toutes les chances de son côté. Tom est très proche de sa mère, et le sera jusqu'à sa mort en 2017. Mais la relation qu'il entretiendra avec son père sera tout autre. Ce dernier ne fera preuve d'aucune compassion ni même de compréhension envers ses enfants. Il ne les soutiendra pas, il les battra. Et l'année des 11 ans de Tom, il s'en ira, laissant donc une mère seule avec ses 4 enfants. À partir de là, la mère de Tom l'emmènera lui et ses sœurs vivre dans une petite maison de Louisville, où les temps seront très durs. Sans les revenus du père, la famille a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ils vivent dans une certaine précarité et se contentent de très peu. Tom Cruise, alors adolescent, après avoir abandonné l'idée de devenir prêtre, se laisse finalement tenter par la lutte. Le grand écart est pour le moins étonnant. Tom Cruise est un sportif aguerri durant ses jeunes années. Il y trouve un échappatoire et un moyen de se défouler. Mais une blessure au genou viendra stopper net ses espérances d'en faire son métier. Au lycée, le jeune Tom souffre toujours de dyslexie. Il n'a pas d'amis, ses camarades de classe se moquent de lui, de sa façon de s'exprimer, de sa dentition, de sa petite taille. Il n'a pas grand-chose en quoi s'accrocher. Puis un jour, il découvre l'atelier théâtre de son lycée, s'y inscrit avec les conseils de sa mère et participe à sa première comédie musicale. Le coup de foudre n'est sans doute pas immédiat, mais les relations sociales qu'il entretient grâce à ce nouvel hobby, le fait que la chanson soit un bon remède contre sa dyslexie, et le talent naturel de ce dernier pour l'acting, l'encouragent à continuer sur cette voie. Et il ne le sait pas encore, mais cette fameuse voie le guidera jusqu'aux étoiles. À peine âgé de 18 ans, le jeune Tom décide de quitter le Kentucky et part vivre à New York afin de tenter sa chance dans le métier d'acteur.
Il ne tardera pas à se faire remarquer puisque quelques mois plus tard, il obtiendra son premier rôle au cinéma dans le film de Franco Zeffirelli, Un amour infini, où il ne fera qu'une courte apparition, ce qui lui suffira pour obtenir son premier rôle majeur un an plus tard dans Tabs de Harold Baker. Dans ce film, il campe un jeune militaire un peu fou de la gâchette et partage l'écran avec une future autre grande star, un certain Sean Penn. On peut dire que c'est après ces deux premières expériences que la carrière de Tom va réellement débuter. Et c'est l'année 1983 qui va marquer les débuts de cette ascension, puisqu'il est à l'affiche de pas moins de 4 films durant cette année-là. Losing Heat, où il jouera l'éternel ado timide à la recherche de ses premiers émois amoureux. All the Right Move, où il partagera l'écran avec Lea Thompson. Et où, quand je le vois gambader dans les couloirs de son lycée avec la mère McFly, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait pu lui aussi faire un Super Marty. The Outsiders, où il signe sa première collaboration avec un grand réalisateur, en la personne de Monsieur Francis Ford Coppola. Ici, on est aux antipodes de ce que deviendra Tom Cruise, puisque ce dernier se contentera d'un second rôle pas super marquant où il joue un peu le débile de service. Le fantasme de toute une génération ressemble à Cletus dans Les Simpsons. Mais surtout, il peine à trouver sa place dans un casting composé de futurs grands noms comme Matt Dillon et Patrick Swayze. Ça n'est donc pas aux côtés de Coppola qu'il trouvera le succès. Non, pour ça, il faudra attendre le 4e film de cette fameuse année 1983. Réalisé par Paul Brickman, Risky Business s'inscrit dans une mouvance typique de son époque, le coming of age movie, qui consiste à voir l'adolescent américain moyen sortir de sa chrysalide et devenir un adulte. Cette transition s'effectue via une expérience forte, quelque chose qui va réveiller la conscience de l'adolescent. Ici, cette expérience, c'est la rencontre entre Joel et Lana. Lui est un adolescent modèle, vivant dans un quartier huppé de Chicago, destiné à faire de grandes études et devenir un chef d'entreprise hors pair. À la maison, les règles sont strictes, on ne touche pas à la chaîne hi-fi, on ne fume pas, on ne boit pas. Et pourtant, une fois les parents partis, une fois libéré du cocon familial, de ce poids insoutenable, Joel se livre à tous les excès. Et si on suit le départ des parents en plan subjectif dans la peau de l'adolescent, ça n'est pas anodin. Nous aussi, on a voulu se retrouver seuls dans la maison des parents pour boire de l'alcool, danser sur All Time Rock'n'Roll et voler la Porsche de papa. Enfin, la Renault 25 en ce qui me concerne. Beaucoup moins classe, je vous l'accorde. Lana, elle, est une call girl très mystérieuse, beaucoup plus intelligente et lucide que Joel. C'est elle qui tire les ficelles durant tout le film, et leur rencontre va se faire à travers une tension sexuelle très surprenante, mais aussi très envoûtante. Comme si la scène n'était pas réelle, et que Joel ne faisait que fantasmer ce moment, comme il le fait souvent durant tout le film. Le récit surfe constamment sur cette frontière entre illusion et réalité. Et les balades nocturnes dans un Chicago idyllique, accompagnées de la soundtrack signée Tangerine Dream, ne fait qu'accentuer cette notion d'illusion, de rêve éveillé. L'émancipation de Joel passe par toutes ces étapes, et c'est là où est la controverse. Tout ceci finit bien et ne condamne pas le héros, malgré les limites de sa morale. On sait d'ailleurs aujourd'hui que la fin originale du film devait être bien moins feel good. L'ambiance du film très onirique, l'atmosphère envoûtante qui s'en dégage, m'a beaucoup marqué, bien au-delà de ces thématiques redondantes. Paul Brickman fait un boulot plus que décent. Sa mise en scène inspirée me fait regretter sa retraite bien trop anticipée. Ce dernier se retirera du monde cinématographique après le succès du film, préférant la tranquillité de l'anonymat. Ce teen movie, le 4e de Tom Cruise dans la même année, permettra à ce dernier de connaître son premier véritable succès. Et il signera également la première d'une longue liste de scènes cultes. Une scène improvisée par Cruise, qui entrera dans l'inconscient collectif et qui constituera les fondations de sa légende. Des fondations solidifiées par la fraternité Scott. En 1985 sort Légende de Ridley Scott. Et ne nous mentons pas, si le scénario peine à convaincre de par sa niaiserie pourtant logique avec l'univers du film, c'est bien ce dernier qui fait mouche. L'imagerie est tout simplement dingue, unique. Rarement je n'ai vu un film aussi beau. Les décors sont totalement fictifs, fabriqués en studio, mais jouissent d'un détail qui fait toute la différence. Tantôt féerique, tantôt gothique, Scott nous transporte dans sa version du péché originel qu'il imaginera dans les années 70, avant le succès d'Alien.
Bien qu'il existe déjà 3 versions du film, le montage européen, le montage américain et le director's cut, je milite pour une 4e version, sans dialogue, où les images seraient simplement accompagnées de la superbe bande-son de Jerry Goldsmith. Car c'est là où réside tout le point fort du film, dans son onirisme. On ne peut décrire ce que l'on voit, mais on ne peut que contempler cette œuvre d'art animée qui défile sous nos yeux. Le film n'aura pas le succès escompté, il sera un des rares échecs commerciaux de la carrière de Tom Cruise, et n'apportera pas grand chose à sa filmo, tant celui-ci se fera littéralement voler la vedette par un Tim Curry habité et inoubliable dans la peau rouge champ de Darkness. Malgré un film prometteur et un scénario 100% original, ce qui est bien trop rare pour être souligné, Ridley ne parviendra pas à convaincre ni à faire véritablement décoller Tom Cruise. C'est le petit frère qui aura l'honneur de cette prouesse, et qui emmènera le jeune acteur au plus près du soleil hollywoodien. Mon amour pour Tony Scott ne connaît aucune limite. Sa filmographie est une leçon d'efficacité, sa patte visuelle reconnaissable entre mille. Et cette esthétique très particulière, on la retrouve dans Top Gun, dès son introduction. Elle représente le mieux ce qu'est Hollywood dans les années 80, une carte postale de l'Amérique, inimitablement excessive, parfois énervante, mais bougrement jouissive. Et un des représentants de cette culture cinématographique américaine durant cette décennie, et via ses nombreux teen movies, c'est Tom Cruise. L'association Scott-Cruise ne pouvait être qu'une évidence, et elle fera des miracles. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur Top Gun, du tremplin qu'il a représenté pour Cruise jusqu'à son sous-entendu homosexuel. Les analyses sont toutes extrêmement bien ficelées, et je vous y renvoie. Personnellement, je vais traiter ce film via un élément assez distinctif de la genèse cinématographique de Tom Cruise, son hypersexualisation. Dès sa première apparition au cinéma, le constat est là. Tom Cruise, c'est un visage et un corps d'une banalité envoûtante. C'est le jeune adulte américain moyen, mais avec ce petit truc en plus qui fait toute la différence. Le teen movie pour adolescents va donc en faire son sextoy préféré. This is a teen movie, and teens love it! Now, dance, monkey. Car le voir dans des ébats sexuels plutôt graphiques est monnaie courante à cette époque-là. Timidement avec une prostituée mexicaine dans Losing Heat, amoureusement avec sa petite amie dans L'Esprit d'équipe, sensuellement avec Lana dans Risky Business, fougueusement avec une cliente d'un bar dans Cocktail, à travers les yeux troublés de Dustin Hoffman dans Rain Man, péniblement dans Né un 4 juillet, encore une fois avec une prostituée mexicaine, avec celle qui sera la femme de sa vie dans Jour de tonnerre, mais aussi et surtout de manière très stylisée dans Top Gun. Une scène de plus à rajouter à la checklist des scènes cultes de la filmographie de Tom Cruise, une scène tournée en reshoot après la fin du tournage officiel donc, à la demande d'un studio qui veut que Tom Cruise fasse frétiller l'américaine en chaleur des 80s. Le producteur du film, en parlant de Tom Cruise et des très nombreuses scènes de ce dernier à moitié dénudé, précisera « We're paying $1 million for Tom Cruise, we've got to show some flesh ». Tom Cruise a donc deux particularités, acteur et morceau de viande. Car Tom, on va le voir sous toutes les coutures, dans toutes les situations où le vêtement n'est pas nécessaire. Et ça n'est pas forcément péjoratif, c'est juste un constat. C'est la guerre froide, la Navy a besoin de soldats. Top Gun va leur en apporter. Une hausse de plus de 500% d'engagement à la sortie du film. Le jeune américain veut être comme Cruise, beau, musclé, talentueux, séducteur, un bon américain en somme. Mais Tom Cruise, du haut de ses 23 ans, est quelqu'un d'intelligent. Il a conscience de ça et de son importance pour le film. Il fera donc en sorte d'être important pour beaucoup d'aspects de ce dernier. Il participe à la réécriture du script à sa demande. Il effectue la plupart de ses cascades. Il visualise l'ensemble des rushs et fait partie des décisionnaires en ce qui concerne la validation finale du projet. Le film sort et est un carton absolu. Plus gros succès sur le sol américain en 1986, jouissant donc d'une puissance marketing folle. Offrant à la Navy une pléiade de nouvelles recrues, ça je l'ai déjà dit, sortant Ray-Ban de la faillite grâce au fameux Aviator, influençant la mode masculine et féminine, et offrant la consécration tant attendue à ce jeune homme qui a absolument tout pour réussir et qui le prouve. Tom Cruise, l'acteur / entrepreneur à l'image irréprochable et à la future carrière parfaite, est né. Et pendant 20 ans, il va régner sur Hollywood en maître absolu.
Dès lors, la carrière de Cruise prend une toute autre direction. Ses 2 prochains films, ainsi que la deuxième collaboration avec Tony Scott, va reprendre le schéma de Top Gun, où un casse-cou ultra talentueux va se forger à travers une présence paternelle et féminine. Le barman de cocktail, son mentor, son amour. Le pilote de NASCAR dans Jour de tonnerre, son mentor, son amour. Le joueur de billard, son mentor, son amour. Mais au-delà de tenter de recréer la formule magique, Tom Cruise veut être plus que le sex symbole qu'on voit en lui. Il veut être considéré comme un acteur, un vrai. Il va donc faire des choix de carrière plus que judicieux et s'autoriser entre des films comme Cocktail à s'entourer des plus grands. A commencer par Martin Scorsese dans La couleur de l'argent. Et il ne s'arrêtera pas là, enchaînant les projets avec Oliver Stone, Ron Howard, Sidney Pollack, Brian De Palma, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, John Woo, Steven Spielberg, Michael Mann, J.J. Abrams, Bryan Singer, James Mangold, Brad Bird. Une liste totalement impressionnante qui offre à Tom Cruise une des plus belles carrières du cinéma américain. Dans La couleur de l'argent, il se fait donner la réplique par le légendaire Paul Newman, qui prendra Cruise sous son aile et fera à travers ce film une sorte de passation de pouvoir. Le vieux briscard laisse la place au jeune loup, et leur complicité transcende le film. 3 ans plus tard, Cruise n'aura pas fini de prendre des notes, puisqu'il s'associera de nouveau avec un autre acteur de renom, en la personne de Dustin Hoffman, dans le très touchant Rain Man. Tom Cruise parvient à renforcer encore un peu plus sa crédibilité grâce à ce film. Et toutes ces leçons qu'il a apprises de tous ces grands comédiens, il va pouvoir les mettre en pratique à travers la caméra d'un certain Oliver Stone. Là où Top Gun se positionnait comme une véritable vidéo publicitaire pour l'armée américaine, né un 4 juillet se veut être tout le contraire, montrant l'envers du décor et le manque de considération de l'Amérique pour ses vétérans. Oliver Stone traite pour la seconde fois de la guerre du Vietnam après le mythique Platoon, et le réalisateur est connu pour ne pas y aller de main morte quand il s'agit de mettre en avant les dérives de la société américaine. Ici, à travers ce biopic, on va suivre le personnage de Ron Kovic, jeune américain patriote qui va s'engager dans la guerre du Vietnam avec une fervente motivation, avant d'y rentrer traumatisé par la barbarie meurtrière dont il sera témoin et par des blessures physiques irréversibles. De retour en Amérique, il prendra alors conscience de ce qui se cache derrière une guerre absurde qui envoie de jeunes Américains à la mort sans raison et qui condamne ses survivants à errer dans un pays qui ne les respecte même plus. L'engagement d'Oliver Stone est total. Il parle au nom de ces jeunes endoctrinés par un patriotisme à outrance et malhonnête dans un conflit idéaliste qui a fait des millions de morts. Cette fois-ci, c'est l'Amérique l'antagoniste. C'est elle qui envoie ses enfants à la mort. Et le réalisateur le sait. L'efficacité de sa mise en scène sera sublimée par le choix plus qu'étonnant de Cruise pour incarner le rôle principal, celui d'un infirme blessé dans sa chair par un pays qui l'aime d'un amour non réciproque. Il s'est fait avoir par ce désir absurde de vouloir être un bon américano-chrétien, et s'engage dans une guerre où ses collègues soldats tueront par peur plus que par devoir, entraînant dans leur sillage meurtrier la vie de femmes, d'enfants et même de leurs propres camarades. Son patriotisme aveuglant le fera rentrer au pays avec l'incapacité de marcher, de procréer, et condamné à survivre dans un environnement où son héroïsme présumé ne sera pas félicité, mais oublié, voire même condamné. À partir de là, toutes ses convictions seront ébranlées, sa croyance en Dieu, en sa famille, en son pays, et sa vision de la guerre. Fini le sex symbole. Tom Cruise est un acteur, un vrai. Ici, il ne représente plus l'Amérique, il la condamne, et le fait de la plus belle des manières, aux mains d'un maître du genre en la personne d'Oliver Stone, et à travers une de ses plus belles prestations. Le soldat n'est plus luisant et fier de son pays, il est brisé et écœuré par l'injustice dont il est la victime. Cruise est méconnaissable, son talent indéniable, mais ses démons personnels, eux, sont toujours présents, et son succès va l'amener là où il n'aurait jamais dû s'aventurer. Le 9 mai 1987, il se marie avec Minnie Rogers. Cette actrice de télévision est une adepte de l'organisation secrète que l'on appelle la Scientologie. Et elle a la particularité de tenter de recruter des célébrités pour le compte de ce qui est considéré par beaucoup comme une véritable secte. À cette époque, Tom Cruise est une jeune star internationale. Auréolé du succès de Top Gun, il a déjà son étoile sur le célébrissime Walk of Fame. Cependant, il est encore très influençable. Son enfance fut rythmée par une recherche constante d'appartenance, mais aussi de spiritualité. À 14 ans, il demande à être inscrit à un séminaire pour devenir prêtre et passe 8 mois dans un monastère.
And at that point in my life, it was 2 years after the divorce. Somehow, yeah, my parents divorced, and somehow I quite haven't figured out why I did that. Why I think I needed, when I went there, it was like a very secure environment, you know, with boarding school. And I guess I think I just needed that. Après ça, il se tourne vers le sport, puis vers le théâtre, où il est heureux d'enfin faire partie d'un collectif. Lui, le petit dyslexique qui n'a jamais vraiment eu d'amis et qui s'est vu moquer durant toute son enfance. Durant la première rencontre entre Cruise et l'organisation, la star raconte tout ça. La discrimination, la recherche de spiritualité, l'absence du père, les problèmes dyslexiques. Pour les scientologues, c'est une aubaine. Cruise est la proie parfaite. Une jeune star montante, fragile mentalement, qui deviendra au fil des années le porte-parole de l'organisation. Car c'est là leur but, s'implanter partout. Et pour ça, il faut des femmes et des hommes d'influence, comme Tom Cruise ou même John Travolta, également adeptes de la secte. C'est là où est tout le paradoxe, l'organisation est d'une discrétion absolue. Mais cette discrétion est servie par une communication redoutable, promettant monts et merveilles à celles et ceux qui veulent s'y risquer. Mais la réalité est tout autre quand on entend le témoignage de plusieurs victimes. La secte exige de ses membres des sommes d'argent faramineuses, exerce sur eux une pression mentale, pas loin de la lobotomisation, afin de les convaincre du bien-être qu'elle leur rapporte, afin qu'ils y restent fidèles et continuent à payer leur dû. En Europe, l'église de Scientologie est considérée comme une secte et a été condamnée notamment pour homicide involontaire, après un suicide. I can't speak. That's ridiculous. Écoutez, vraiment, c'est ridicule. C'est tout à fait ridicule. Cruise n'a peut-être pas conscience de tout ça au début. Lui est accueilli comme un dieu au sein de l'organisation, qui va lui faire croire qu'il n'est plus dyslexique grâce à eux, qu'ils sont leurs frères, et qu'il fait partie d'une famille. 2 ans plus tard, après l'avoir initié au rouage de la secte, Minnie Rogers divorce de Tom Cruise. Il est maintenant un membre actif du mouvement. Son travail est donc terminé. À cette époque-là, il n'a pas encore connu le grand amour. Au début des années 80, il flirte avec Melissa Gilbert et Heisler Locklear. Puis de 83 à 85, il entretient une relation intime avec Rebecca De Mornay, la fameuse Lana dans Risky Business. Et enfin arrive Jour de tonnerre en 1990, sa deuxième collaboration avec Tony Scott, où il partage l'écran avec Robert Duvall, Michael Rooker et la jeune star montante Nicole Kidman. Le coup de foudre est immédiat. Les deux se marient le 24 décembre 1990 et deviendront pendant plus d'une décennie le couple référence d'Hollywood. Ils partageront l'affiche de 3 films et adopteront 2 enfants au milieu des années 90. Seulement voilà, la scientologie n'est pas loin. Tom Cruise l'impose à Nicole Kidman. Et par amour pour lui, elle s'y accommode, mais se méfie énormément de l'organisation, comprend son fonctionnement et donc sa malhonnêteté. Elle refuse que ses enfants soient endoctrinés. La secte n'acceptera pas l'affront de l'actrice et demandera à Cruise de choisir entre l'organisation et sa femme. En janvier 2001, le divorce est prononcé. Tom Cruise a fait son choix. Mais revenons au début des années 90. Tom Cruise vient d'enchaîner Jour de tonnerre et Horizon lointain aux côtés de sa femme, et va continuer sur une belle lancée puisqu'il jouera à 2 reprises un avocat, tout d'abord dans La Firme de Sidney Pollack, puis aux côtés du grand Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur. Et si le premier a l'habilité de jouir d'un scénario bien fichu et d'une réalisation rythmée par le savoir-faire de Pollack, le second va tout miser sur ses dialogues et sur la performance de ses comédiens qui va ici faire toute la différence. Le film de procès peut aisément être considéré comme un genre à part entière, qui va se reposer sur la force de ses dialogues et sur une mise en scène à huis clos, quasi théâtrale, où toutes et tous vont jouir des meilleures joutes verbales à l'intérieur d'un tribunal. Des Hommes d'honneur ne dérogent pas à la règle, surtout dans sa seconde partie. Aaron Sorkin signe le scénario et en signera d'autres tout aussi fascinants pour des films comme The Social Network, Le Stratège, Le Grand Jeu, et un autre film de procès, le très réussi Les 7 de Chicago. Ici, pas de baisse de régime. Sorkin développe une histoire qui ne perd jamais son fil conducteur et qui se suit avec une fluidité incroyablement prenante, grâce notamment à la réalisation de Rob Reiner.
On va suivre ces deux jeunes avocats militaires, joués par Tom Cruise et Demi Moore, qui vont devoir prouver l'innocence de deux recrues de l'armée américaine accusés du meurtre d'un de leurs camarades sur la célèbre base de Guantanamo. Le film va entretenir un débat sur l'autorité d'un supérieur de guerre et à partir de quel moment cette autorité peut dépasser une certaine limite. Je parlais d'une mise en scène théâtrale car c'est de cette manière qu'est construite la seconde partie du film. On assiste à plusieurs actes qui vont installer une certaine tension qui montera crescendo, jusqu'à atteindre son paroxysme durant l'acte final porté par un échange fabuleux entre le jeune Tom Cruise et l'expérimenté Jack Nicholson, qui vont proposer une prestation d'une incroyable intensité qui va permettre de rajouter une scène de plus à la checklist des scènes cultes de Tom Cruise. Au milieu des années 90, il est considéré comme l'un des hommes les plus sexy de la planète. Son visage sera même utilisé pour modeler le personnage d'Aladin en 1992. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il va prendre un risque dans sa carrière en acceptant un rôle tout particulier, le fameux rôle à contre-emploi où l'intouchable Cruise devra sans les dire, en plus de jouer pour la première fois, l'antagoniste principal. Entretien avec un vampire, c'est l'occasion de réunir à l'écran deux des acteurs les plus talentueux de leur génération. Mais ne nous mentons pas, Tom Cruise qui interprète le rôle de Lestat vole littéralement la vedette au reste du casting qui s'en sort pourtant très bien. Le film raconte l'histoire de Louis, un vampire de 200 ans qui décide de donner une interview pour raconter son histoire, et sa rencontre avec Lestat qui débouchera sur sa transformation. Il est un personnage torturé par sa nouvelle condition et par sa dépendance à Lestat qui va profiter des questionnements de ce dernier pour se jouer de lui. Louis se livre un combat constant contre lui-même pour ne pas céder à ses nouvelles tendances animales. Il refuse de tuer des humains pour se nourrir par exemple. Il va également essayer de comprendre qui sont les gens de son espèce afin de tenter de donner un sens à tout ça. Le film soulève trois questionnements très intéressants. La quête existentielle d'un être immortel, qui par définition ne peut plus avoir d'attache, mais à la joie de voir l'évolution du monde et ses nouvelles technologies, comme le cinéma par exemple qui permet à Louis de revoir le soleil. Le paradoxe de la jeunesse éternelle, quand Lestat transforme la jeune Claudia. Les décennies passent, Claudia évolue dans son esprit, sa façon de voir les choses, devient une femme avec ses désirs, mais condamnée à rester enfermée dans ce corps juvénile. Et enfin, l'unité familiale, la relation homoparentale de Louis et Lestat, et l'homosexualité présumée de Lestat qui décide de transformer Louis et d'en faire son compagnon éternel. Des thématiques qui offrent encore plus de substance à une œuvre qui donne déjà beaucoup. Neil Jordan a su adapter avec une fidélité bienvenue le point de vue du roman d'Anne Rice, best-seller de 1976, qui avouera elle-même avoir été très étonnée de la justesse du film à ce niveau-là. Entretien avec un vampire est une œuvre baroque qui ajoute à la noblesse du genre vampirique au cinéma. Le film a un côté très poétique, très romantique. La photographie est somptueuse, tout comme les maquillages et autres costumes qui nous emportent dans cette Louisiane du XVIIIe siècle. Les nombreux sous-textes du film ont le mérite d'être assez engagés pour offrir à l'œuvre une profondeur bienvenue, loin des autres films du genre qu'on devra subir par la suite. Quant à Tom Cruise, il brille par l'interprétation remarquable d'un rôle qui était loin de lui être destiné. Il s'impose tellement comme la figure de proue du métrage que le film peine à se relever de sa disparition pendant près d'une heure. Ce personnage de vampire cruellement saisissant lui offrira encore un peu plus l'occasion de prouver ses talents. Mais au milieu des années 90, Cruise veut également prouver que des talents, il en a d'autres, notamment la production. En 1993, Tom Cruise crée sa boîte de production avec son agent Paula Wagner, qui gère sa carrière depuis le début des années 80. Avec la Cruise Wagner Production, Tom Cruise a pour ambition le contrôle total de ses œuvres et la possibilité de pouvoir prendre les décisions concernant son importance dans ces dernières. En partant de ce postulat, il a pour idée de créer sa propre franchise en réadaptant sur grand écran une célèbre série des années 60. La pléiade de scénaristes engagés pour le projet finissent la rédaction en accord avec Cruise qui va chercher De Palma pour la réalisation. Mission Impossible est née. Mission Impossible, à l'image de Miami Vice de Michael Mann, oui parce qu'il faut citer Michael Mann au moins une fois dans une vidéo pour que ce soit une bonne vidéo. Donc, à l'image de Miami Vice, Mission Impossible prend le contre-pied total de la série télévisée. Brian De Palma tue dès les premières minutes l'équipe qui faisait toute l'essence du show TV, et ne se concentre que sur la star, le producteur, le patron, Monsieur Tom Cruise.
C'est aussi l'occasion pour un des maîtres d'Hollywood de proposer quelque chose d'inédit et d'offrir aux spectateurs un superbe film d'espionnage avec ce qui constitue les bases de son cinéma. Le suspense, la trahison, les faux semblants, la mise en abîme, en plus d'une déclaration politique évidente en faisant disparaître, en transformant en traître ou en tournant en ridicule les personnages représentant une certaine autorité. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Tom Cruise n'est pas devenu un acteur cascadeur du jour au lendemain. Dès ce premier Mission Impossible, il gère lui-même la plupart de ses cascades. Mais autant aujourd'hui il fait ses propres cascades à sa demande, par plaisir et avec une certaine tendance suicidaire, autant à l'époque, le petit Cruise était pas super d'accord à l'idée de prendre des risques. Durant cette fameuse scène dans le restaurant, c'est bel et bien l'acteur qu'on aperçoit à l'écran, à 2 doigts de se prendre 3 tonnes d'eau dans la tronche. De Palma avait tenté de tourner cette scène avec un cascadeur, mais celui-ci était bien trop visible à l'écran et le rendu était très mauvais. Il insista donc pour que ce soit Tom lui-même qui effectue ses cascades, mais ce dernier était pas super emballé par l'idée. Il acceptera finalement de le faire pour le bien-être du film, mais il lâchera à De Palma un « tu sais, je ne suis qu'un acteur » avant de tourner la scène. Assez ironique quand on sait les 300 casquettes qu'il porte de nos jours sur le tournage d'un de ses films. J'aimerais également terminer la parenthèse anecdote Wikipédia par le fait que ce soit George Lucas qui suggérera d'intégrer au film la scène de briefing pour la mission de Prague, histoire que tous les spectateurs s'y retrouvent. Assez rigolo quand on sait que 20 ans plus tôt, c'est De Palma qui suggérera à Lucas de mettre un texte explicatif avant son Star Wars, histoire que tous les spectateurs s'y retrouvent également. Ceci étant dit, j'aimerais parler du film à travers le prisme de sa scène phare, le braquage du siège de la CIA. La prouesse est sans précédent. De Palma se paye le luxe de citer Jules Dassin et de faire régner un silence de mort pendant plusieurs longues minutes de ce qui est censé être un blockbuster commandé par une star voulant que tous les projecteurs soient sur lui. Et en effet, tous les regards seront sur Cruise à ce moment-là. Mais ça n'est pas Cruise qu'on observe avec fascination, c'est la manière dont il est mis en scène. Ici nous sommes que de simples serpents, et Brian De Palma nous charme. On ne lâchera pas le film du regard, on est dedans de bout en bout. Tom Cruise est enfermé dans un décor qui pourrait tout droit sortir d'un Kubrick. L'opération est simple, encoder des fichiers sur une disquette, mais la salle est protégée par des empreintes rétiniennes, des capteurs de chaleur, de bruit et de pas. Toute l'opération ne tient qu'à un fil, littéralement. La menace est partout. L'agent qui n'est qu'un lever de tête de tout découvrir, le rat qui n'est qu'à une morsure de tout faire capoter, la sueur d'Ethan Hunt qui ne passe à rien d'être fatale, le couteau qui est à une seconde près de ne pas tomber à pic. Plus de 10 minutes de silence insoutenable pour les personnages et pour nous spectateurs. Là où 95% des réals auraient casé une musique, De Palma n'en fait rien. Il laisse le silence percer la scène, jusqu'à ce que la mission soit accomplie et que Danny Elfman refasse surface. Une leçon de maîtrise comme rarement il ne vous sera donné d'en voir. Le découpage est parfait, il alterne entre les différents protagonistes afin que le stress soit palpable de tous les côtés. L'enchaînement des plans sont tout aussi ahurissants les uns que les autres. La scène deviendra culte instantanément. On peut d'ailleurs la rajouter à la checklist, facile. Elle servira d'exemple pour les décennies à venir et sera même citée dans les 2 prochains opus de la saga. Grâce à ce moment unique, Brian De Palma ne fait pas que citer son idole, le maître du suspense en personne. Il s'assoit à sa table et le regarde de haut, parce qu'à ce moment précis, il peut clairement se le permettre. Le climax, quant à lui, ne fera pas l'unanimité, et pourtant il prouve également que ce cher De Palma, non content d'avoir toutes les qualités d'un parfait cinéaste, maîtrise également l'action avec un savoir-faire tout bonnement savoureux. Ça introduit le cinéma d'action too much des années 2000, mais ça le fait de la plus belle des manières. Et pour sa première production, Tom Cruise a visé juste. C'était la bonne adaptation à faire, avec le bon réalisateur à mettre aux commandes. Et puis il y a Jean Reno qui fait des grimaces et encore des grimaces. Et pour ça, ça vaut le coup d'œil également. L'année 96 est donc un grand cru pour Cruise puisqu'il signe 2 beaux succès. Mission Impossible dont une suite ne saurait que tarder et Jerry Maguire où il campe un agent sportif souhaitant s'émanciper d'un système qui ne jure que par le profit sans se soucier de l'humain. D'ailleurs, checklist également. Si, quand même. Après ça, Tom Cruise, un acteur ultra productif depuis les années 80, disparaît des radars pendant 3 ans, pour réapparaître en 1999 dans ce qui est sans doute les 2 piliers de sa filmographie. 2 œuvres qui se voudront être les plus autobiographiques et donc les plus personnelles de l'acteur. La légèreté de Mission Impossible est derrière nous. Ici, on va entrer dans une toute autre atmosphère.
Et je vais prendre le risque de joindre Magnolia et Eyes Wide Shut dans une seule et même analyse, parce que ces deux films représentent tout ce que Tom Cruise a été et sera. Ces deux chefs-d'œuvre sont en effet portés par deux immenses cinéastes, mais au-delà de ça, elles se positionnent comme la substantifique moelle de Thomas Cruise Mapother, 4e du nom. Je vais commencer par vous présenter ces deux films indépendamment, avant de construire le pont qui les fera se rejoindre à travers les personnages et interprétations de Tom Cruise. Magnolia est écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson. Il se présente comme un film choral, en liant le destin de 9 personnages devant faire face à leurs démons, toutes et tous à leur manière. Sur ces 9 personnages bien différents, la plupart d'entre eux ont en commun d'avoir façonné leur existence à partir d'une enfance brisée et d'une structure parentale défaillante. Donnie, ancien enfant star d'un jeu télévisé de culture générale, doit vivre en acceptant l'approximation de son statut, ses sentiments refoulés, et sa précarité financière due au choix de ses parents d'avoir dilapidé tout l'argent gagné durant son enfance. Sa vie d'adulte ne se résume qu'à l'hésitation. Il vit avec les vestiges d'une vie passée, comme ce chèque géant en carton qu'il exhibe fièrement, mais qui au final a toujours conservé ce statut d'illusion. Le jeune Stanley est en passe de vivre le même destin, également vedette de cette même émission, utilisée comme un singe savant par son père qui ne voit en lui qu'un moyen de s'enrichir. Cette émission est d'ailleurs présentée par Jimmy, star de télévision depuis des décennies, qui, entre deux shows, a parfois abusé de sa fille Claudia, qui tente aujourd'hui d'oublier en se droguant et en invitant dans son lit ceux qui veulent bien s'y rendre. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur Jim, nouvelle recrue de la police de Los Angeles, qui va tomber amoureux d'elle et qui va tenter de l'aider à s'en sortir. Cette émission est également produite par Earl, vieil homme atteint d'un cancer qui tente, dans ses derniers instants, de se racheter une conscience en essayant de renouer contact avec son fils via Phil, qui parviendra aisément à le retrouver, puisque ce dernier est le créateur d'une technique d'épanouissement personnel très virile qui consiste à respecter les attributs masculins tout en attrapant les attributs féminins. Tout ceci cache bien évidemment un énorme mal-être personnel remontant à l'adolescence, où celui-ci a dû s'occuper seul de sa mère mourante alors que son père les abandonna. Après une interview qui fera tomber le masque, il acceptera déstabilisé d'aller rendre une dernière visite à son géniteur. Il lui exprime alors toute sa frustration, se débarrasse de ce poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. Son père est incapable de lui répondre, et c'est dû au cachet que lui donnera sa femme Linda, qui ne l'a épousé que pour l'argent, mais qui apprendra à l'aimer sur son lit de mort. C'est une pluie de grenouilles qui regroupera ces 9 protagonistes. Et il ne fallait pas moins qu'un événement surnaturel et biblique pour que toutes et tous se libèrent de leurs poids respectifs. Une chanson les liera pour de bon et sera annonciateur de cette rédemption tant attendue pour tous nos personnages en souffrance qui en avaient cruellement besoin. Magnolia est un film qui traite de ce qui constitue le cœur et l'esprit de chaque être humain. Parce que nous tous sommes le produit d'un passé qui nous définit et qui nous fait prendre des chemins que le destin a choisis pour nous. Dans le film, certains se cachent derrière une carapace de velours, d'autres choisissent l'autodestruction, la rébellion, le devoir. Mais tous finissent par faire le choix de l'amour. Magnolia est un film qui montre les conséquences d'une parentalité bâclée, d'une enfance sacrifiée, et la solitude qui s'installe entre les deux, jusqu'à ce qu'enfin, ils ouvrent les yeux. La manipulation, c'est peut-être ce qui définit le mieux Eyes Wide Shut. La manipulation est au cœur du film, avec un but à atteindre, ou au contraire à éviter, l'arc-en-ciel. Il est proposé au docteur William Hartford au début du film, puis il le suit, sans relâche, dans chacune de ses tentations, où il va tenter d'y céder après avoir été remis à sa place par sa femme, lui faisant prendre conscience qu'il n'a aucune idée de ce que peut être la tentation, justement. Le désir de celles et ceux qui l'entourent, mais aussi ses propres désirs. Alors, il tente de trouver le bout de ce fameux arc-en-ciel. Prostitution, pédophilie, nécrophilie, orgie, rien n'y fait. William n'y comprend rien. La prostituée a l'air saine de corps et d'esprit. Le père s'offusque de voir que des hommes mûrs tentent de profiter de sa jeune fille. Il pense pouvoir faire partie de l'élite, en s'octroyant le droit de participer, pire encore, de simplement être spectateur d'un événement secret où il n'a pas sa place. Et puis le jour se lève. L'arc-en-ciel n'est qu'une illusion. La prostituée a le sida. Le père n'est pas offusqué par les agissements de sa fille, c'est lui qui en est à l'origine. Sa participation illicite a coûté une vie.
Mais le docteur Hartford n'est pas le seul à être manipulé. Absolument tous les êtres humains du film le sont. Et ceux qui ne le sont pas sont déshumanisés, cantonnés à n'être que des coquilles vides, ou pire, des monstres. Mais Hartford ne voit rien, il a les yeux grands fermés. Il ne sait pas qui sont réellement les personnes qu'il côtoie. Il ne voit pas sa femme, littéralement. Il ne sait pas ce qui l'anime, ne se rend pas compte que derrière ce corps se cache un être humain qui meurt d'ennui chaque jour. Il est enfermé dans sa propre condition. Pour lui, le plafond est juste au-dessus de sa tête. Mais il va tomber de haut en s'apercevant qu'il n'est qu'au final qu'un pion parmi tant d'autres. Il vit dans une illusion, dans un New York idéalisé, où il joue le personnage du Dr Hartford, où il prend un malin plaisir de le rappeler, comme pour tenter de s'en convaincre. Au final, il n'en est rien. Il se cache derrière un masque, comme toutes celles et ceux qu'il a pu croiser dans sa vie. Et quand il s'en aperçoit, il craque. Eyes Wide Shut n'est à la portée de personne. Il peut vouloir dire mille et une choses comme il peut ne vouloir rien dire du tout. C'est une œuvre qui ne connaît aucune vérité universelle. Mais ce qui est sûr, c'est que la manipulation dans la fiction rejoint celle dont un cinéaste a usé dans la réalité. Le Dr Hartford est un homme qui pense être au sommet de l'échelle sociale. Avant de se rendre compte qu'on a beau se croire être le roi, on n'est au final que le valet de quelqu'un de plus puissant. Et cette pensée s'applique également à Tom Cruise, qui en 1999 est l'acteur le plus puissant au monde, porte-parole d'une organisation secrète qui engrange des milliards. Et pourtant, il n'est qu'un simple serviteur à la botte du véritable maître, un petit gars de Manhattan qu'on appelle Stanley Kubrick. Tom Cruise lui-même avoue ne pas savoir comment l'aborder, le considère quasiment comme une divinité qu'il faut éviter d'offenser. He walked me around the grounds, and I just remember thinking, this guy's kind of a magical, wonderful guy, you know. And I was so nervous. I remember talking to Sydney and saying, listen, what happens if I don't like a word? Or I mean, what's it going to be like? I mean, can I, you know, what do I say to him? I don't want to offend him. Yeah, Sydney was thinking, just, you know, he's you know, and he's human, you know, you just talk to him. I say, oh yeah, of course, I just talked to him, you know. I just talked to Stanley. Il se donnera corps et âme pour lui donnera tout, et Kubrick n'en perdra pas une seule miette. Celui qui, durant le tournage du film, a vu sa fille rejoindre la scientologie, et qu'il la perdra sans pouvoir y faire grand-chose, ne pouvait pas ne pas laisser ressortir sa frustration sur un des plus grands représentants de cette secte, qui en plus lui est totalement dévoué. Il lui fera refaire certaines scènes plus de 90 fois, lui refusera l'accès au plateau quand Nicole Kidman jouera les scènes d'adultère avec le Marine, fera jouer le rôle d'un larbin dans le film au conseiller scientologue de Cruise, réveillera plusieurs fois dans le récit les sous-entendus homosexuels que l'acteur doit gérer depuis de nombreuses années, banalisera le couple le plus glamour de la décennie en les filmant dans leur plus simple intimité. La frontière entre fiction et réalité est bien trop mince pour que ce soit qu'une simple coïncidence. La mort qui hante le récit et qui plane au-dessus de Hartford, cette même mort qui emportera Kubrick, sans doute épuisé par un tournage éreintant, ou simplement parti le cœur léger après le sentiment d'avoir absolument tout accompli. La dimension sectaire qui monopolise le récit avec cette fameuse réunion secrète, mais aussi le tournage avec la fille de Kubrick qui se convertit, et Cruise qui se pavane sur le plateau avec ses amis scientologues. La relation en dents de scie entre les deux protagonistes, mariés dans le film, mais aussi mariés dans la vie, et qui divorceront peu après sa sortie. C'est là qu'Eyes Wide Shut est étrangement autobiographique pour Tom Cruise, qui, les yeux grands fermés, traduction littérale du titre, ne s'est pas rendu compte que sa complicité avec Kubrick cachait finalement un intérêt, se servir de son image pour alimenter une œuvre où Cruise et Hartford ne feraient qu'un. Et le constat est le même pour Frank dans Magnolia, gourou vantant les bienfaits d'une méthode miracle auquel il ne croit pas lui-même, mais qui lui sert d'échappatoire pour enfouir un mal-être lié à un père absent qui l'a abandonné dès l'enfance. Et ça vous rappelle forcément quelqu'un. Tom Cruise, dans une des rares interviews où il évoquera son père, le décrira comme un lâche, un marchand du chaos. Quand on prend connaissance de ça, qu'on connaît l'enfance du bonhomme, et qu'on voit cette scène où il se libère des griffes de son père, pour sûr qu'il a pas beaucoup dû forcer pour que vienne l'intensité de son jeu. Pour sûr qu'il y a une grosse part de vérité dans cette interprétation. Les coïncidences ne sont pas le fruit du hasard selon Magnolia.
Et j'ai envie de croire que les coïncidences qui entourent la production d'Eyes Wide Shut et son récit ne sont pas non plus les fruits du hasard. Mais au final, qu'importe. Car devant ces deux chefs-d'œuvre, on prend conscience de ce que le cinéma apporte à nos vies. Et on a simplement envie de sourire et de dire